Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'agression sioniste contre la Palestine a déjà fait plus de 1000 morts et plus de 5000 blessés à l'intérieur de la bande de Gaza, où un siège total, bien qu'il soit interdit par le droit international humanitaire, est imposé par l'entité sioniste. Une réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des États arabes sur la Palestine se tient aujourd'hui en Égypte avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Ressources minières, le gisement de zinc plomb de Tel Hamzawed à Mizour, situé à Bjaya, représente l'une des plus grandes réserves mondiales de ces métaux stratégiques dont l'exploitation boostera la croissance économique, qui fait partie des projets miniers structurels et prometteurs. Sa fiche technique dans ce journal. Vous le savez, Octobre Rose se poursuit, le mois de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. L'occasion de présenter ce nouveau centre de prise en charge intégré à Béchar, qui propose un accompagnement à la fois psychologique et physique aux personnes touchées par le cancer. Sixième édition du Festival international du couscous, une spécialité culinaire algérienne, un repas de fête qui varie selon les régions de l'Algérie, à découvrir à la fin de l'édition. Bienvenue à tous. L'actualité marquée pour le 5e jour consécutif par l'agression sioniste contre Gaza et la Cisjordanie. Le bilan de cette agression dépasse les 1000 morts et les 5000 blessés. La résistance palestinienne poursuit son opération baptisée Déluge d'Al-Aqsa en riposte aux crimes de l'occupation sioniste. Ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et les assauts répétitifs contre la mosquée d'Al-Aqsa. Le point de la situation avec Badia Amarni. Au moins 30 personnes ont été tuées et des centaines blessées par une kyrielle de frappes aériennes de l'entité sioniste dans la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un responsable du gouvernement du Hamas, les bombardements ont touché des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées et des magasins, faisant alourdir le bilan des victimes palestiniennes. Plus de 1000 personnes sont mortes, parmi eux des journalistes en plein exercice de leur métier, et plus de 5000 ont été blessés. Personne n'est épargné. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes et même des enfants ont été tués. Dans les hôpitaux de Gaza, la situation est catastrophique. L'hôpital Al-Shifa déborde de blessés, dont beaucoup arrivent dans un état critique. Certains rendent l'âme avant même d'être soignés. Même les ambulances sont prises pour cible. Déjà sous blocus, depuis 2007, l'entité sioniste vient de mettre la bande de Gaza sous un siège complet, fermant tous les passages à destination et en provenance de la bande, puis en coupant l'approvisionnement en électricité, en eau, en carburant et en nourriture. L'organisation Human Rights Watch, basée à New York, a qualifié la déclaration des autorités d'occupation de répugnante dans un message publié sur la plateforme X, ex-Twitter, et a appelé la Cour internationale de justice à surveiller la déclaration de l'occupant sioniste, tout en condamnant la punition collective des Palestiniens décidée par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a jugé nécessaire de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait déjà indiqué lundi que la création d'un État palestinien était la solution la plus crédible au conflit entre les Palestiniens et l'occupant sioniste. Il a promis que la Russie et la Ligue arabe travailleraient à arrêter les fusions de sang avec les pays qui veulent une paix durable au Moyen-Orient. Pour rappel, les avions de chasse de l'occupation sioniste mènent des frappes contre des cibles civiles dans la bande de Gaza pour la 5e journée consécutive. Et de Gaza, Zied Madour, un Gazaoui qui vit ou essaye de survivre au bombardement de l'entité sioniste sur Gaza. On écoute son témoignage. Le quotidien sur les bombes est très difficile parce qu'il y a des scènes de panique, de peur, de crainte, d'inquiétude pour la population. Surtout que l'aspect humanitaire, il y a un manque d'électricité. On a seulement 2 heures d'électricité par jour. Par conséquent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'internet. Mais on s'adapte, la population, on essaie de s'adapter avec le contexte très difficile voulu par l'occupation sioniste. Pour les bombardements, on a toutes les 3-4 minutes des bombardements. Il y a 1600 raids israéliens en 4 jours. Donc
Les infrastructures civiles sont touchées. Presque 10 000 maisons qui ont été endommagées, 1 000 maisons qui ont été détruites totalement, sans oublier les mosquées, les universités, les écoles, les jardins d'enfants, les puits, les usines, les associations. Et donc, je pense que l'objectif israélien, c'est de briser la volonté de cette population palestinienne attachée à sa terre, malgré donc, le blocus qui dure depuis 16 ans et malgré 4 nouvelles agressions israéliennes. Pour nous, toute forme de résistance est légitime, y compris la résistance militaire armée. Il y a plusieurs formes de résistance en Palestine, la résistance politique, l'offensive diplomatique, la résistance par l'éducation, la résistance par la non-violence et la résistance militaire qui est légitime. Nous sommes un peuple occupé, le droit international il nous donne l'occasion à résister par tous les moyens. Il y a un sentiment de colère contre la communauté internationale officielle qui ne bouge pas pour ni moins arrêter l'agression et pour appliquer le droit international. Mais tant que la communauté internationale ne bouge pas, le gouvernement d'extrême droite israélien va continuer donc ces attaques sanglantes contre les civils de Gaza. Et nous sommes convaincus que la solution politique arrivera finalement. Et sachez qu'une réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des États arabes sur la Palestine se tient aujourd'hui en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est rendu ce matin au Caire pour prendre part aux travaux de cette réunion qui intervient à la demande de l'État de Palestine en vue d'examiner la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés suite à l'agression sioniste contre la bande de Gaza, demande soutenue par l'Algérie ainsi que par d'autres pays arabes frères. Dans l'actualité nationale, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont poursuivi ce matin la séance plénière consacrée au débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement présentée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Lors de sa présentation, Ayman Ben Abdelrahman avait indiqué que le gouvernement s'est penché sur la concrétisation des engagements pris au titre de son plan d'action en vue de la mise en œuvre du programme du président de la République visant essentiellement le renforcement de l'état de droit et de la gouvernance en permettant l'émergence d'un nouveau modèle économique et en renforçant le développement humain et le caractère social de l'État, outre la dynamisation de l'action diplomatique et la consolidation de la sécurité nationale. Des membres de l'Assemblée populaire nationale ont appelé à accélérer et généraliser la numérisation des différents secteurs en vue de créer un espace transparent à même d'éradiquer certaines pratiques néfastes et de réaliser le décollage économique effectif. Le débat de la déclaration de politique générale du gouvernement se poursuivra jusqu'à dimanche avant que le Premier ministre ne réponde lundi aux préoccupations des députés. Selon la déclaration de politique générale du gouvernement, l'élaboration d'une carte des ressources minières du pays a permis d'engager plusieurs projets, dont le projet de zinc et de plomb Tala Hamza Oued Amizour dans la wilaya de Bjaya, qui dispose de l'une des grandes réserves mondiales en la matière. Il fait partie des projets miniers structurels et prometteurs. Sa fiche technique avec Yasmine Msoudi. Au cœur de ces montagnes imposantes, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Béjaïa, d'importantes ressources naturelles ont été découvertes, notamment entre les communes d'Amizour et de Tala Hamza, où se trouve cette mine de zinc et de plomb. Ce gisement est situé à une profondeur de 600 mètres pour une épaisseur de 250 mètres. Ce projet se divise en 3 étapes distinctes. La phase des travaux, d'une durée d'environ 2 ans, la phase d'exploitation et enfin la phase de restauration. La mine s'étend sur 234 hectares avec des réserves d'exploitation estimées à 34 millions de tonnes. La production annuelle atteint les 170 000 tonnes de concentré de zinc, ce qui place l'Algérie parmi les premiers pays au monde en termes de réserves en cette ressource. Un projet stratégique qui présente une dimension économique associée à des objectifs de développement social en faveur des jeunes de la région. Son lancement devrait aboutir à la création de plus de 700 emplois directs et 4 000 emplois indirects au profit des universitaires et des diplômés des centres de formation de la région. C'est une grande chance de travailler ici en tant qu'ingénieur. C'est également une aubaine pour nos étudiants de faire leur stage ici. Avant, ils devaient se déplacer dans d'autres wilayas. À terme, la mine emploiera 750 ouvriers.
et créera 4 000 emplois indirects qui concernent le transport, la restauration et l'hôtellerie. Les emplois indirects, c'est-à-dire les transporteurs, les restaurants, les hôtels. L'Algérie entre dans une nouvelle ère en adoptant une approche différente pour promouvoir son secteur minier, tout en transformant sa perspective sur l'investissement. En privilégiant la production de produits finis à haute valeur ajoutée, le pays ouvre la voie vers une économie puissante et élabore une nouvelle feuille de route pour son développement. Et je vous le disais, ce projet fait partie des projets miniers structurels et prometteurs à l'image de la mine de Rarajbilet. C'est l'une des exploitations minières les plus importantes du pays sur laquelle les autorités concernées comptent beaucoup pour redynamiser l'économie nationale. Elika Blel. Natifs de la région de Rajbilet, Mohamed et ses camarades ont choisi de suivre une formation adaptée à leur environnement socio-économique local. En effet, de nouvelles spécialités sont enseignées au centre de formation professionnelle de Tindouf pour répondre aux besoins du marché de travail local après le lancement de l'exploitation de la mine de Rajbilet dans la wilaya de Tindouf. J'habite à Rajbilet et je suis une formation de chauffeur d'engin des mines. C'est une formation qui dure une année. Nous avons une journée cours théorique par semaine au niveau du centre de formation professionnelle et 4 jours de pratique sur le chantier de Rajbilet. Je suis une formation de maintenance des machines. C'est un créneau qui m'a toujours attiré. J'enseigne les mécanismes d'exploitation des mines et aussi la prévention et la sécurité minière au niveau du centre de formation Taleb Ben Abdelrahman. Ici, nous enseignons la théorie. Pour ce qui est de la pratique, les stagiaires sont envoyés dans les entreprises chargées de la réalisation du projet de Rajbilet. Ces filières ont également été consolidées par la signature des conventions de partenariat avec des entreprises socio-économiques à la satisfaction des pensionnaires du secteur de la formation. Une convention de partenariat a été signée entre les centres de formation et les entreprises chargées de l'exploitation de la mine de Rajbilet. Les stagiaires du centre de formation recevront une formation théorique au niveau du centre et une formation pratique au niveau des entreprises chargées de la réalisation du projet de Rajbilet. Ces formations concernent 2 spécialités qui sont chauffeur d'engins miniers et la prévention et la sécurité minière. Ces nouvelles spécialités contribueront à fournir au marché local une main-d'œuvre qualifiée qui peut facilement intégrer le monde du travail. Vous le savez, Octobre Rose se poursuit le mois de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. Nous avons choisi ce matin de parler du soutien psychologique des personnes atteintes de cette maladie ainsi que de leurs proches. À Béchar, un nouveau centre a ouvert ses portes afin d'assurer la prise en charge psychologique notamment aux malades. Rina Lerari. Le cancer demeure l'une des maladies les plus répandues à l'échelle mondiale, souvent accompagnée d'un parcours thérapeutique lent et éprouvant, pouvant impacter significativement la santé mentale des patients. D'où la nécessité des centres de prise en charge intégrés, à l'exemple du centre El Hayat, qui propose un accompagnement à la fois psychologique et physique aux personnes touchées par le cancer. Grâce à ce centre, nous avons la possibilité d'intégrer les femmes dans la vie sociale. Nous organisons des campagnes de sensibilisation au sein de notre association. La majorité des patientes que nous accompagnons sont touchées par le cancer du sein ou du col de l'utérus, ce qui a un impact considérable sur leur morale. Nous œuvrons à assurer leur bien-être. Cet établissement revêt une importance majeure dans le processus de traitement, en proposant plusieurs ateliers entre des séances d'échange, la lecture du Coran et même la pratique sportive. Il offre un environnement propice au rétablissement et au bien-être de ses résidentes. On se sent bien ici, on occupe notre esprit, ce qui nous aide à oublier un peu notre maladie. C'est une très bonne initiative. On se rassemble, on se divertit et on se remonte le moral mutuellement. Le centre Al Hayat apporte une contribution significative en offrant un soutien essentiel aux personnes touchées par cette maladie. Combinant assistance et divertissement, il joue un rôle crucial dans la voie vers la guérison et le bien-être des patientes. Santé toujours, cette fois il s'agit de l'hypertension artérielle, première cause de mortalité dans le pays. Si la prise en charge de cette maladie s'est nettement améliorée, les facteurs aggravants et le mode de vie continue de faire de nombreuses victimes. C'est ce que documente la récente étude réalisée par le ministère de la Santé. Reportage Yanis Aïd Belkacema.
selon les recommandations. Les résultats de l'étude Pacte 2 menée par le professeur Jamel Nibouche sur un échantillon de 2000 hypertendus de différents âges et régions du pays attestent que seulement 17,4% des patients atteignent les objectifs tensionnels recommandés. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que la grande majorité de la population étudiée, 76%, sont inférieurs à 140-90. Donc c'est pas catastrophique. Donc on peut mieux faire pour arriver à la cible. Et cette étude témoigne encore qu'il y a eu des efforts importants actuellement en matière de santé publique et en matière d'adhérence thérapeutique et en matière aussi de connaissances scientifiques du médecin qui traite l'hypertension artérielle au vu de ces résultats. Les personnes hypertendues sont plus susceptibles de développer des complications graves et chroniques, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus et des problèmes rénaux. Elles sont également à risque accru de maladies cardiaques, de troubles rénaux et sont potentiellement sujettes à l'Alzheimer. C'est une maladie qui peut occasionner des dégâts importants au niveau du cerveau, à savoir un accident vasculaire cérébral, qui peut occasionner aussi une démence hypertensive, une accélération de l'Alzheimer et sur le cœur des crises cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque surtout, et l'insuffisance rénale pour le rein. Donc, il y a l'artériopathie des membres inférieurs. Donc toutes ces complications sont des complications hautement morbides et qui augmentent la mortalité de cette affection dans le monde. C'est pourquoi la stabilité de la maladie nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour limiter ces complications. Il est recommandé de faire son dépistage et l'autodiagnostic à domicile 3 fois par jour. Le dépistage précoce est important. Il faut dépister très tôt, avant les dégâts, avant que l'hypertension ait son traitement convenablement. D'autant plus que quelquefois, il y a des maladies surajoutées à l'hypertension, comme le diabète, comme la dyslipidémie. Et toutes ces maladies vont donner encore plus de médicaments à prendre pour le malade. La monothérapie, on la donne très peu. Un seul médicament, ça ne suffit plus. On donne toujours 2 médicaments, de préférence en un seul comprimé. D'autre part, le professeur a salué l'amélioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle et la disponibilité de tout type de médicaments en Algérie. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 4 au 10 octobre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont procédé à l'arrestation de 12 éléments de soutien aux groupes terroristes lors de différentes opérations menées à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 58 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 61 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 339 000 comprimés psychotropes ont été saisis. Ataman Rasset, Borjbeji Mourtar et Janet, des détachements de l'ANP, ont arrêté 312 individus et saisi 30 véhicules, 216 groupes électrogènes, 126 marteaux-piqueurs en détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation, d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 28 autres individus ont été interceptés, 14 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques et plus de 17 000 litres de carburant, 18 quintaux de tabac, 11 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation et plus de 16 000 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 126 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors
775 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Lors de la réunion au Congrès espagnol, les partis politiques espagnols membres de la coalition Sumar ont réitéré leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination tel que reconnu par les Nations Unies. Ils ont appelé l'Espagne à assumer ses responsabilités historiques envers le peuple sahraoui. Présent à cette rencontre, le délégué du Front Polisario en Espagne, Abdullah Al-Arabi, a exhorté les forces politiques à faire pression sur le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pour qu'il reprenne le chemin de la légalité internationale. Et puis cette importante manifestation au Maroc en soutien au peuple palestinien, mais surtout contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. La population dénonce une trahison de la cause et de sa volonté. Rina Lerari. Des manifestations massives se sont tenues dans plusieurs villes marocaines avec un seul mot d'ordre, le rejet de toute relation avec l'entité sioniste et réaffirmer le soutien au droit légitime du peuple palestinien d'établir un État indépendant. Ils étaient des centaines à scander des slogans anti-sionistes devant le siège du Parlement à Rabat ou à la place de la Nation à Tanger. Les Palestiniens ont démontré que leur détermination est inébranlable, surpassant la force de l'occupant sioniste. C'est un jour historique. Nous nous rassemblons pour soutenir nos frères palestiniens. Nous ne cesserons jamais de clamer sauver Gaza, libérer Gaza. Le Front marocain réitère son soutien indéfectible à la cause palestinienne, condamnant fermement les accords de la honte conclus avec l'entité sioniste. Le peuple marocain considère la cause palestinienne comme une question nationale. Sa résistance est perçue comme une lutte légitime. Al-Aqsa est très précieuse pour nous, tout comme pour les Palestiniens. C'est un lieu béni, saint et d'une grande importance religieuse. Attaquer Al-Aqsa, c'est nous attaquer. La cause juste du peuple palestinien a rallié la société marocaine, unanime dans son appel à légiférer contre toute forme de normalisation avec l'entité sioniste occupante. Avec la participation de la télévision algérienne se tient la 6e édition du Festival international du couscous avec la Tunisie comme invité d'honneur, classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette spécialité culinaire traditionnelle algérienne varie selon les régions de l'Algérie. Yanis Aït Belkacem. Le couscous, un plat emblématique présenté lors de cet événement sous toutes ses coutures, du plus commun au plus exotique et selon chaque ville d'Algérie et du Maghreb. Chaque couscous a ses propres saveurs et textures qui le rend unique. Je suis très contente d'être conviée pour participer à ce salon et aux différents festivals. J'ai présenté un couscous au thym, au gland de châtaigne et au blé. J'ai présenté plus de 11 variétés de couscous. J'ai présenté un couscous à la viande et au poulet. Couscous aux légumes, couscous aux poissons ou encore à la viande et aux fines herbes. Le moins qu'on puisse dire est qu'ici, les chefs cuisiniers venus des 4 coins du pays ont tous sublimé à leur goût ce plat de partage. Nous sommes réunis aujourd'hui pour choisir un couscous ou plutôt le meilleur couscous, tout en se référant à nos sources et à nos origines. Un couscous algérien. C'est une bonne chose de mettre en exergue l'art culinaire, surtout que le couscous est une base de nos traditions culinaires. Vive le couscous, فهمني مرحبا بالضيوف الكل مرحبا ان شاء الله المستمعين كل يستنفعوا منها ونستنفعوا منها بالحاجه الباهيه. C'est le plat qui réunit le Maghreb. Comme nous le savons, le couscous est le plat qui réunit toutes les familles algériennes dans les différentes occasions. Le couscous, une spécialité culinaire, partie intégrante de la culture algérienne. Il est également un symbole de partage et de fraternité, un patrimoine culinaire qu'il faut absolument préserver pour les générations à venir.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.